Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire du Centre d'excellence sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Donc aujourd'hui, nous accueillons le docteur Johanna Calderon. Je vais vous expliquer comment va se passer la session. Donc, le docteur Calderon va nous faire une présentation d'environ 40 minutes. Et donc, je relayerai les questions que vous pouvez poser via le chat. Du coup, à son attention, je les relayerai à la fin de la présentation. Pour vous rappeler également que ce webinaire est enregistré et qu'on le rediffusera sur la chaîne YouTube du CERN. Voilà, donc merci beaucoup, Dr Calderon, d'être avec nous aujourd'hui. Donc, en deux mots, le Dr Calderon est chercheuse en neuropsychologie et psychiatrie et donc était à Harvard University jusqu'en 2020. Et donc, elle a pris en janvier 2021 la tête d'une chaire d'attractivité MUSE donc à l'Université de Montpellier en neurodéveloppement des pathologies cardiaques congénitales. Voilà, du coup, docteur, si vous souhaitez partager votre écran. Merci beaucoup, Aline. Je vais partager mon écran ici. Alors, voilà. Dites-moi si ça fonctionne à nouveau. Voilà. Alors, oui, ouais, parfait, c'est bon, c'est en grand écran. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci tout d'abord aux organisateurs du Centre d'excellence pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement de m'avoir invité à participer aujourd'hui à ces webinaires. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir parler du devenir neurocognitif des maladies cardiaques congénitales chez l'enfant et chez l'adolescent. Donc, une petite présentation un petit peu d'où je viens. Donc, je suis Johanna Calderon, je suis donc chercheuse en neuropsychologie à l'INSERM, à l'unité 1046 de l'Université de Montpellier, et je suis également chercheuse associée à l'Université de Harvard, à la faculté de médecine, et membre du comité de recherche international pour le neurodéveloppement des cardiopathies congénitales, le Cardiac Neurodevelopmental Outcome Collaborative, CNOC, qui est un comité qui réunit les professionnels dans différentes disciplines, en cardiologie, pédiatrie, psychiatrie et neuropsychologie, qui suivent donc la population d'enfants avec une cardiopathie congénitale. Alors, j'aimerais commencer par dire que les maladies cardiaques congénitales donc, représentent la première cause de malformation congénitale. Donc, c'est 1% des naissances vivantes dans le monde. Et les cardiopathies congénitales sont un groupe de malformations cardiaques. Ce n'est pas qu'une seule, bien sûr. C'est un groupe des malformations, des sévérités et des complexités variables qui parfois nécessitent une charge chirurgicale, parfois très complexe, notamment une chirurgie, par exemple, à cœur ouvert, sous circulation extracorporelle, et donc une prise en charge, bien sûr, très, très lourde en soins intensifs, même à quelques semaines de vie. Donc aujourd'hui, la préoccupation principale dans la cardiopathie congénitale ne concerne pas vraiment la survie de ces patients, puisque depuis une vingtaine d'années, il y a eu énormément de progrès médicaux et chirurgicaux qui ont permis d'augmenter la survie de ces enfants. Donc, par exemple, ici, dans ces graphiques, vous savez le pourcentage vivant donc après, qui est sorti de l'hôpital après la première chirurgie. Et par exemple, dans les pathologies cardiaques les plus graves, comme les cœurs univentriculaires, le single ventricle, on atteint des taux de survie à peu près des 70%, voire plus dans certains cas. Et on peut aller jusqu'à à peu près 100% des survies pour les pathologies cardiaques congénitales qui sont considérées comme simples, mais qui ont quand même besoin d'une prise en charge chirurgicale. Alors, en plus, l'espérance de vie de ces patients ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, on dit que le nombre d'adultes vivant avec une cardiopathie congénitale dépasse largement le nombre d'enfants, donc ce qui indique effectivement une croissance vraiment très importante dans cette population. On se pose des questions donc sur leur devenir, autre que sur la survie immédiate suite à diagnostic de la malformation cardiaque. Donc aujourd'hui, la question principale en santé publique et pour les professionnels qui voient ces patients concerne le devenir neurodéveloppemental et la santé mentale
des enfants, des adolescents et des futurs adultes qui sont porteurs de cardiopathie congénitale. Alors, depuis une vingtaine d'années, on a eu des recherches qui ont été menées dans différents pays, donc en Amérique du Nord, certaines recherches en Europe. Et ces études ont commencé à tirer la sonnette d'alarme quant aux risques neurologiques auxquels ces enfants étaient confrontés, et notamment pour les enfants qui avaient des pathologies cardiaques très, très lourdes et opérées du cœur, donc très tôt dans l'enfance. Et en 2012, donc, il y a eu les premières guidelines, les premières recommandations des sociétés savantes en cardiologie américaines qui donc, ont été publiées. Ce papier est publié en Circulation et qui ont mis en avant donc, le statut des troubles du neurodéveloppement en tant que la principale morbidité, ou en tout cas les plus fréquentes dans les cardiopathies congénitales. Et ces recommandations ont souligné la nécessité absolue de pouvoir prévenir, diagnostiquer et prendre en charge ces troubles neurologiques et puis, bien sûr, tout au long du développement, en soulignant l'enjeu majeur en santé publique que cela constitue du point de vue de la croissance de la population. Alors, la prévalence des difficultés neurodéveloppementales dans les cardiopathies congénitales n'est pas identique pour tous les types de cardiopathies. Bien sûr, ça va varier en partie en fonction de la complexité de la cardiopathie. Donc, par exemple, ici, vous voyez un petit peu le pourcentage d'enfants qui seraient touchés par des troubles du neurodéveloppement, et ce pourcentage va être plus important quand la cardiopathie est considérée comme sévère, c'est-à-dire une cardiopathie qui nécessite une prise en charge médicale et chirurgicale urgente, ou en tout cas dans les premiers mois de vie, notamment par exemple une transposition des gros vaisseaux ou bien les cardiopathies congénitales qu'on appelle univentriculaires, notamment l'hypoplasie du cœur gauche, qui peuvent être très très graves si elles ne sont pas prises en charge immédiatement. Et puis, il y a aussi les enfants qui ont des cardiopathies congénitales, peu importe la sévérité, mais qui va être associée à un syndrome ou une comorbidité génétique. Pour cela, il y a également un risque beaucoup plus important de troubles neurodéveloppementaux. Alors, pour détailler un petit peu les catégories des patients avec une cardiopathie qui sont à haut risque neurologique, on a les enfants, les bébés qui sont opérés à cœur ouvert en période néonatale. Donc, on retrouve des types de cardiopathies comme la transposition des gros vaisseaux, l'hypoplasie du cœur gauche et entre autres types de cardiopathies cyanogènes, c'est-à-dire les cardiopathies qui entraînent un défaut d'oxygénation du sang artériel, donc un risque d'hypoxie néonatale assez important. On retrouve également les cardiopathies cyanogènes qui nécessitent une opération cardiaque au-delà de la période néonatale. Donc, par exemple, les tétraloïdes des Fallot ou d'autres cardiopathies pour lesquelles on n'opère pas tout de suite, mais qui ont besoin quand même d'une correction ou d'une palliation chirurgicale. Et puis, il y a une combinaison des cardiopathies avec ou sans opération, avec un facteur de risque supplémentaire. Par exemple, la prématurité, l'hypotrophie, les syndromes génétiques, comme je l'ai mentionné, les enfants qui ont nécessité un support extracorporel de circulation par ECMO, par exemple au VDAD, les enfants qui ont été opérés et qui donc sont restés à l'hôpital très longtemps, donc plus de 2 semaines, on parle d'un risque supérieur neurodéveloppemental, les antécédents des convulsions, des anomalies repérées à l'IRM ou la microcéphalie comportent aussi un risque supplémentaire, et les enfants qui doivent subir une transplantation cardiaque. Alors, si on parle un petit peu du phénotype neurodéveloppemental, donc en tant que groupe, si on pense les cardiopathies congénitales, celles qui sont à plus haut risque neurodéveloppemental, globalement, elles vont présenter un phénotype neurodéveloppemental relativement bien caractérisé.
Donc, dans la petite enfance, on va avoir des retards relativement modérés du langage, avec notamment des troubles oropraxiques et certains déficits psychomoteurs, donc notamment en motricité fine, un peu moins en motricité globale, mais cela peut arriver malheureusement pour certains des enfants. Et puis, plus ils grandissent, donc à l'enfance, à l'entrée à l'école, à l'adolescence, on va observer ce qu'on appelle des troubles spécifiques, c'est-à-dire des troubles qui touchent un certain nombre des fonctions neurocognitives, notamment celles qui sont considérées à haut niveau, notamment les fonctions exécutives, les difficultés psychosociales avec certains traits du spectre autistique que je vais détailler un petit peu plus tard, et certains troubles psychiatriques, notamment anxiété et dépression. Alors, en France, donc, la première étude, la seule étude en population d'ailleurs qui a été conduite à ces stades, même dans le monde, a été faite donc, à l'INSERM, à l'unité 1153, donc, dirigée par le docteur Goffinet et Cojenoud, avec la collaboration du professeur Bonnet-Hanecker. Et dans cette étude, donc, nous avons réalisé une évaluation du devenir neurodéveloppemental des enfants qui ont eu une cardiopathie congénitale. Donc, on a inclus tous les cas diagnostiqués avec une cardiopathie congénitale dès la période prénatale jusqu'à 1 an de vie. Cela a été fait en région parisienne. Et notre objectif principal était de caractériser le devenir neurodéveloppemental à l'âge de 3 ans des enfants qui ont eu une opération cardiaque versus ceux qui ont donc une cardiopathie mais qui n'avaient pas eu une opération chirurgicale. Et nous avons également cherché à comparer les résultats de chacun de ces groupes aux résultats des normes donc attendues dans la population générale. Alors, dans cette étude, nous avions donc 419 enfants avec une cardiopathie congénitale, dont 154 avaient eu une chirurgie cardiaque, 45% de ces enfants l'avaient eu en période néonatale et 80% avaient eu uniquement une seule chirurgie cardiaque, donc à l'âge de 3 ans. 265 enfants n'avaient soit eu aucune chirurgie, donc une cardiopathie mais qui était surveillée uniquement, ou bien un cathétérisme interventionnel uniquement. Et nous n'avions pas trouvé des différences entre les groupes avec chirurgie versus les groupes sans chirurgie pour les caractéristiques sociodémographiques. Donc, a priori, c'était des groupes qui étaient relativement comparables par rapport à ces facteurs. Alors, les principaux résultats neurodéveloppementaux, là, je vous montre juste un petit snapshot de ce qu'on a observé. Donc, par exemple, si vous voyez donc, le quotient intellectuel, les QI, il était tout à fait dans la norme pour les deux groupes, donc autour de 100. Donc, il n'y a pas de différence entre les groupes avec chirurgie et sans chirurgie. Et lorsqu'on regarde test par test, donc ici mémoire, capacité perceptive, langage et fonction exécutive, les seules différences entre les deux groupes avec ou sans chirurgie concernent le langage, où les enfants avec une chirurgie avaient tendance à avoir des scores un petit peu plus faibles que les enfants qui n'avaient pas été opérés. Mais lorsque les résultats sont comparés aux normes attendues de la population générale, donc des enfants tout venant, sans malformation congénitale particulière, on se rend compte qu'il y a des différences significatives uniquement pour les groupes avec une chirurgie cardiaque, pour des domaines des mémoires, on commence à voir un petit peu quelques écarts, pour les fonctions exécutives. Alors, bien sûr, ils ont que 3 ans, donc l'évaluation restait relativement limitée, mais ces résultats ont été confirmés ultérieurement dans le suivi de cette cohorte EPICAR, donc à l'âge de 8 ans, pour lesquels les enfants qui avaient des malformations plus complexes, plus opérées, bien sûr, avaient toujours des difficultés dans les domaines des fonctions exécutives. Alors, donc, le consensus, en fait, dans les cardiopathies congénitales, c'est que les QI, le quotient intellectuel, est généralement de la norme. Donc, si on n'est pas en train de parler des cardiopathies avec des syndromes génétiques, là, c'est un petit peu différent, bien sûr, mais si on parle des cardiopathies isolées, a priori, le QI est normal. Alors, des variations
peut-être, mais en tout cas normal. Cependant, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'il y a une forte prévalence des problèmes neurocognitifs spécifiques, comme je l'avais mentionné précédemment, donc des fonctions exécutives, de la cognition sociale, avec certains traits du spectre autistique et parfois un risque plus important de diagnostic d'autisme, et des problèmes en santé mentale. Alors, je vais approfondir chacun de ces domaines en commençant par les fonctions exécutives. Donc, je pense que certains d'entre vous sont familiarisés un petit peu avec ce que c'est, ou connaissent très bien même ce que c'est les fonctions exécutives, mais juste pour rappel, les fonctions exécutives vont correspondre à cet ensemble des capacités neurocognitives, qu'on dit des hauts niveaux, puisqu'ils vont permettre de focaliser l'attention, de s'adapter aux situations, de planifier les actions, de gérer le comportement et les émotions. C'est un peu comme le chef d'orchestre, si vous voulez, donc, qui va aider à participer, à dire quand on commence, quand on s'arrête, quand on module l'action et quand on régule les émotions. Donc, les enfants et les adolescents avec une cardiopathie congénitale, notamment complexes, vont avoir des difficultés dans l'ensemble de ces fonctions neurocognitives exécutives. Donc, souvent, quand on reçoit les patients en clinique, par exemple, on entend les parents parler des difficultés d'inhibition, donc les enfants qui, d'un point de vue du développement, devraient être en mesure de contrôler leur impulsivité. Du coup, les parents se plaignent effectivement d'un comportement impulsif, n'arrivent pas à attendre son tour, par exemple à l'école. Donc, cela pose bien entendu des difficultés parfois d'un niveau social, des problèmes de flexibilité cognitive, donc la capacité à alterner entre une tâche et une autre, entre un comportement et une autre, donc des enfants qui sont parfois très rigides dans les changements de routine. Et puis des mémoires de travail où on a des oublis fréquents, par exemple des enfants qui oublient leur cartable à l'école, ça arrive tout le temps, bien des enfants qui n'arrivent pas à se souvenir de certaines instructions données à l'école. Donc vous imaginez l'impact de ce type de problèmes à l'école, dans la scolarité et puis bien sûr dans la vie quotidienne de l'enfant. Cela peut être très problématique pour un certain nombre des enfants avec une cardiopathie congénitale. Et ces problèmes, que lorsqu'on fait des tests standardisés, voilà, de tests dans les bilans neuropsychologiques, on trouve aussi ces types de problèmes. Donc, ici, je vous montre les résultats d'une étude que nous avons menée à l'hôpital Necker il y a quelques années déjà, en 2010, sur une cohorte d'enfants de 7 ans à l'époque, avec une transposition des gros vaisseaux, qui est une cardiopathie très, très grave, qui donc nécessite une réparation, une opération chirurgicale en période néonatale, donc à quelques semaines de vie, mais qui après, normalement, les enfants vont très bien, il n'y a pas de suite compliquée en général, et donc on pense à un développement normal. Alors, quand on regarde les performances des enfants avec une transposition des gros vaisseaux, comparé à un groupe contrôle à pareil en âge et en sexe, on se rend compte que les performances sont statistiquement significativement inférieures, en tout cas moins bonnes, pour les groupes avec une transposition des gros vaisseaux, et cela pour l'ensemble de fonctions exécutives. Alors, ces résultats ont été ensuite répliqués par des études avec des cohortes beaucoup plus grandes, nord-américaines par exemple, de plusieurs centres, et ceci pendant l'enfance et l'adolescence, et on retrouve la même tendance effectivement à présenter ce type de problèmes. Et ces difficultés, on se retrouve également, bien sûr, dans d'autres cardiopathies congénitales, malheureusement. Donc, on a l'exemple ici des enfants et des adolescents, surtout dans cette étude, qui avaient une tétralgie des phallos, donc une malformation également cyanogène, c'est-à-dire entraînant un problème d'oxygénation du sang artériel. Et ces graphiques montrent la proportion d'adolescents à l'âge de 16 ans qui ont un score cliniquement préoccupant, donc cliniquement dans le niveau cliniquement significatif, donc au questionnaire de la BRIF, qui est un questionnaire de fonction exécutive dans la vie quotidienne. Donc, ce que rapporte l'adolescent, ce que rapporte le parent et son enseignant. Et on voit ici quelque chose d'intéressant, c'est que les parents
et les enseignants repèrent les difficultés, mais les adolescents eux-mêmes, ici par exemple uniquement 12%, ne semblent pas reconnaître véritablement leurs problèmes exécutifs dans la vie quotidienne. C'est quelque chose de très courant, même lorsqu'on les interroge sur des difficultés d'apprentissage ou d'autres types de problèmes neurocognitifs. Il y a cette discordance entre ce que rapporte l'environnement, les parents, leurs enseignants, et ce que rapporte le patient lui-même. Donc ça me semble important à souligner dans la pratique clinique, par exemple, où il est important d'interroger le patient, mais aussi son entourage, pour mieux cerner les difficultés dans la vie quotidienne. Alors, en lien avec les déficits de fonction exécutive, les cardiopathies congénitales sont associées à un risque élevé des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il faudrait marquer ici avec ou sans hyperactivité, puisqu'on trouve aussi bien sûr des présentations cliniques différentes au sein même de la population avec une cardiopathie. Et ce risque serait 2 fois supérieur donc, à la population générale sans cardiopathie. Donc ici, c'est juste pour vous montrer juste une étude en fait, qui vient de paraître d'ailleurs en Pediatrics et qui montre cette tendance, donc la proportion de patients avec une cardiopathie congénitale, un CHC, diagnostiqués avec un problème d'attention avec ou sans hyperactivité et ADHD, est supérieure aux patients vus dans la même période qui ne présentent pas de cardiopathie congénitale. Donc, ce risque relativement constant selon l'âge, donc entre 4 et 9 ans, 10, 13 ans, 14 et 17 ans, et on retrouve toujours le même, relativement similaire, le même écart, donc qui indique effectivement qu'il y a un risque plus élevé de problèmes d'attention. Alors, pourquoi les difficultés, on parle beaucoup des fonctions exécutives dans les cardiopathies congénitales, et pourquoi est-ce que donc elles sont si importantes? Alors, comme dans d'autres troubles du neurodéveloppement, hein, et je pense que ce n'est pas exclusif aux cardiopathies congénitales, mais on voit une association assez importante entre les problèmes exécutifs et les autres morbidités qu'on trouve particulièrement, donc notamment les déficits sociaux et des problèmes de santé mentale. Et on se rend compte, dans les recherches que nous avons menées dans différentes populations avec cardiopathie, que les problèmes exécutifs sont parmi les principaux prédicteurs d'une réduction de la qualité de vie à l'adolescence ou l'âge adulte. Et ça, tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la gravité de la cardiopathie, l'accès aux soins, le niveau sociodémographique. C'est ce qui prédit le plus la qualité de vie, finalement, va être à quel niveau les enfants ou les adolescents vont être en difficulté dans ces fonctions neurocognitives d'organisation et de planification. Alors, comme annoncé précédemment, donc, il y a d'autres symptômes qui sont couramment associés dans les cardiopathies congénitales et on s'intéresse de plus en plus à d'autres types, donc par exemple la prévalence des troubles du spectre autistique et les troubles de la santé mentale. Donc, je vais commencer un petit peu à décrire par rapport à l'autisme ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de recul puisque les premières études datent de, je pense, 2015 à 2016, donc on n'a pas énormément de données, mais en tout cas, les études rétrospectives que nous avons, dont nous disposons, ont montré qu'il existe un risque élevé des diagnostics des troubles du spectre autistique dans les cardiopathies congénitales, peu importe la sévérité, et ce risque est 2 à 4 fois supérieur à la population générale selon les études. Alors, par exemple, ici, donc, vous avez des résultats d'une étude qui a été faite aux États-Unis, publiée en 2019. C'est une étude cas contrôle basée sur un très grand registre américain de sécurité sociale. Donc, c'est la sécurité sociale des militaires aux États-Unis. Et ceci a montré donc, que les enfants avec une cardiopathie, n'importe laquelle, donc NCHD ici, avaient une probabilité supérieure de recevoir un diagnostic d'autisme comparé à ceux qui n'ont pas de cardiopathie congénitale. Ce risque était significatif pour un certain nombre de types de cardiopathies, que ce soit
complexes ou même simples, et ça persistait malgré l'ajustement de ces modèles de régression par des facteurs potentiellement confondants, par exemple les syndromes génétiques, l'âge maternel, la prématurité. Il y avait également la survenue d'épilepsie et d'asphyxie périnatale. Donc, même si tous ces facteurs-là étaient contrôlés, on retrouvait quand même ce lien, ou en tout cas ces fortes probabilités à être diagnostiqué avec un trouble de spectre autistique. Alors, en absence, alors là, on a parlé bien sûr de diagnostic, mais pour les enfants qui ne sont pas diagnostiqués avec autisme ou qui finalement ne remplissent pas les critères diagnostiques. Donc, en absence de troubles d'autisme diagnostiqués, les enfants et les adolescents avec une cardiopathie congénitale vont présenter un certain nombre de difficultés dans ce qu'on appelle la cognition sociale, c'est-à-dire des difficultés à se mettre à la place de l'autre et à traiter des informations à caractère social. Donc, par exemple, des expressions faciales émotionnelles qui parfois sont difficilement interprétées. Ça dépend, évidemment, ce n'est pas pour tous les enfants, hein, mais c'est juste un niveau de risque qui va être un petit peu supérieur à la population générale. Des troubles des théories de l'esprit. Donc, par exemple, se mettre à la place de l'autre, comprendre des situations sociales complexes, comprendre, par exemple, l'ironie, comprendre le deuxième degré. Cela va amener à des problèmes d'isolement social, puisque ce qu'on observe en clinique, par exemple, ce que j'ai pu voir aux États-Unis, c'était que il y avait un grand nombre de comportements atypiques, donc de la rigidité cognitive qui parfois n'était pas forcément comprise de l'entourage. Alors, la santé mentale est également un point où il faut être très vigilant dans les cardiopathies congénitales, des problèmes psychiatriques qui sont particulièrement prévalents, hein, notamment à l'adolescence et notamment pour les cardiopathies congénitales complexes. Donc pour ça également, nous avons un petit peu moins de recul, puisque nous avons juste quelques études qui sont parues sur des cohortes hospitalières. Et donc pour illustrer uniquement ce point, j'aimerais vous parler rapidement d'une étude que nous avons menée à Boston sur une cohorte de 156 adolescents avec un ventricule unique. Donc c'est une des cardiopathies, ou c'est un ensemble des cardiopathies congénitales les plus sévères finalement, et qui potentiellement peut altérer plus le neurodéveloppement. 40% de ces enfants avaient ce qu'on appelle une hypoplasie du cœur gauche, qui est une des cardiopathies les plus graves, qui nécessite en général plusieurs opérations au cours de la vie. Dans cet échantillon, il y avait une médiane de chirurgie cardiaque des 3, avec une variation entre 1 et 5, aucune transplantation cardiaque, mais quand même on avait 42% des adolescents qui avaient un syndrome génétique associé. Alors, dans cet échantillon, nous avions 22% qui avaient déjà reçu un diagnostic de ADHD, donc d'hyperactivité, 37% qui avaient des troubles des apprentissages et 10% qui prenaient des médicaments stimulants, notamment pour les problèmes de ADHD, et 8% qui prenaient d'autres types d'agents psychotropes. Alors, dans cette étude, nous avons utilisé entre autres l'outil qui s'appelle KSAT, qui est un entretien semi-structuré, toujours fait par un pédopsychiatre, avec les parents et les adolescents. Et donc, on s'est basé sur des critères, enfin, les psychiatres en tout cas, s'est basé sur des critères diagnostiques du DSM-4 à l'époque. Et le endpoint de cette étude était binaire. Donc, oui ou non, est-ce que le patient réunit les critères diagnostiques pour un trouble psychiatrique, un diagnostic des troubles psychiatriques? Et donc, comme vous voyez ici, donc on a comparé les patients avec une cardiopathie congénitale, donc les 156 patients, à un groupe référent d'adolescents sans cardiopathie de la population générale. Nous avons inclus sens de ces adolescents dans différents lycées représentatifs de la population cardiaque. Et donc, nous avons comparé par rapport au pourcentage des diagnostics.
Alors, comme vous le voyez ici, donc Lifetime, c'est le diagnostic de toute historique de toute la vie. À un moment donné, est-ce qu'ils ont reçu un diagnostic psychiatrique? Il y a 65% des patients avec une cardiopathie qui avaient déjà reçu un diagnostic des troubles psychiatriques, n'importe lesquels, au cours de leur vie, comparé à 22% dans le groupe des référents. Au moment de l'entretien, 46% avaient ce qu'on appelle tous les critères diagnostiques pour un trouble psychiatrique contre 11% dans les groupes référents. Alors, les troubles les plus fréquents qu'on a observés dans cet échantillon étaient des problèmes d'anxiété, anxiété sociale, anxiété généralisée, et des troubles du comportement. Et dans ces groupes-là étaient donc les troubles de l'attention avec hyperactivité, ce qu'on appelle en anglais aussi associé aux disruptive behaviors, qui étaient de l'ordre de 34% pour les groupes cardiaques, contre 6% pour les groupes référents. Alors, tout cela est assez inquiétant, je pense, en termes de pronostic, mais maintenant qu'on a vu un petit peu l'ensemble, de façon très sommaire, bien sûr, des caractéristiques neurodéveloppementales et de santé mentale, on ne peut que s'interroger sur les causes. Alors, quelles sont les causes de ces troubles de neurodéveloppement dans les cardiopathies congénitales? Et on sait bien sûr qu'il n'y a pas qu'une seule cause, hein, c'est un ensemble de facteurs qui vont influencer le pronostic et le devenir de ces enfants. Alors, on trouve des facteurs préopératoires qui sont liés aux patients, notamment des anomalies génétiques, des facteurs in utero, le poids des naissances, l'âge gestationnel, les facteurs sociodémographiques qui peuvent jouer un rôle. Les séquelles des interventions cardiaques, donc avec énormément de paramètres à tenir en compte, la circulation extracorporelle, les niveaux de ce qu'on appelle de hypothermie, sans hypothermie, avec hypothermie. Enfin, il y a énormément de facteurs à considérer qui ne semblent pas être quand même extrêmement importants. On va les voir, je vais détailler les principaux à mon sens. Et l'instabilité hémodynamique, qui effectivement peut être importante en pré, intra et aussi en post-opératoire. Alors, d'un point de vue génétique, là, je vais vraiment donner juste un exemple, puisqu'il y a énormément de facteurs génétiques qui peuvent jouer un rôle. Mais je voudrais juste parler de l'exemple de ApoE, donc les polymorphismes, qui pourraient être impliqués, en tout cas, dans la résilience et le stress vasculaire oxydatif. Donc, ça peut modifier, en tout cas, ça a été montré comme pouvant être un facteur important dans la modification du statut neurologique post-opératoire dans les cardiopathies complexes. Donc ici, c'est une étude qui a été menée à Philadelphie sur une cohorte de plus de 400 enfants opérés au néonatal pour une cardiopathie très compliquée, très lourde, et qui ont été évalués à l'âge de 1 an sur des tests neurodéveloppementaux. Donc ici, le graphique, vous voyez, donc ici, vous voyez les scores standardisés avec 100 qui étant la norme attendue dans la population générale. PDI, c'est le score psychomoteur, MDI, c'est le score de coefficient cognitif, mental. Et donc, on voit ici que les enfants qui sont porteurs de ApoE2, donc le deuxième allèle, sont à plus haut risque de présenter une réduction significative du quotient psychomoteur. Ce n'a pas été vu pour les autres groupes du génotype ApoE. Donc, évidemment, c'est un exemple. Donc, il y a des variants génétiques qui sont encore à l'étude, pour lesquels on n'a pas suffisamment de données claires, mais qui sembleraient expliquer un pourcentage non négligeable de la variabilité neurodéveloppementale que nous observons actuellement. Alors, il y a aussi les facteurs prénataux et la contribution des facteurs in utero. Jusqu'à un certain point, à un moment donné, on pensait que tout s'est joué à la chirurgie cardiaque, finalement. Ce qui s'est passé, ce qui faisait les chirurgiens cardiaques était déterminant. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas
tellement le cas, on a des facteurs qui peuvent jouer même avant la naissance de l'enfant in utero. Et notamment des facteurs qui touchent à l'hémodynamique cérébrale fœtale pour certains de ces cardiopathies congénitales qui vont altérer la circulation fœtale et donc causer, pour certaines en tout cas, une hypoperfusion cérébrale avec des lésions prénatales de la substance blanche qui sont déjà observées et qui semblent importantes dans l'explication des troubles neurodéveloppementaux. On n'a pas, encore une fois, énormément de recul sur le long terme, en tout cas à l'âge de 1 an. Nous avons prochainement des résultats qui vont sortir à l'âge de 2 ans, mais ça reste quand même important. Donc ici, dans cette image, par exemple en IRM, vous voyez en bleu les régions cérébrales où il y a une réduction significative des volumes cérébraux pour les fœtus avec une cardiopathie congénitale. Ici, c'est comparé à des contrôles, à des fœtus qui n'ont pas de cardiopathie et qui n'ont pas d'antécédent d'historique familial des cardiopathies. Vous retrouvez quelque chose de très similaire finalement avec la comparaison des fœtus avec cardiopathie versus ceux qui n'ont pas de cardiopathie mais qui ont un antécédent, donc un parent par exemple qui est porteur de cardiopathie congénitale. Cela a été fait à 32 semaines de gestation et c'est quelque chose que ensuite est observé à la naissance également des enfants donc, porteurs de ce type de malformation cardiaque. Alors, qu'est-ce qui se passe à la naissance, donc l'état neurologique en période néonatale? Alors, pour ça, on a beaucoup plus d'informations en termes de recherche, donc de plusieurs cohortes qui ont été observées avant et après l'opération. Et ce qu'on observe typiquement, c'est des lésions de la substance blanche pour environ 40% des nouveau-nés avant l'opération cardiaque, 60% après la chirurgie cardiaque. Évidemment, ces lésions vont varier en sévérité en fonction de plusieurs variables, de la complexité, de la prise en charge médicale, certainement des variables que nous ne connaissons pas complètement, mais qui peuvent être donc relativement modérées à un petit peu plus importantes et qui touchent souvent la région périventriculaire. Donc ici, vous voyez ici dans les images d'IRM néonatale, ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle la leucomalacie périventriculaire, qui est donc cette altération souvent observée chez les très grands prématurés et qui ressemble beaucoup à ce qui se passe dans les enfants, pour les enfants cardiaques. Alors, il y a d'autres facteurs qui semblent importants et pour lesquels on a des études qui commencent à montrer l'impact, par exemple, des facteurs comme le stress prénatal, le stress maternel en anténatal, qui va être associé donc, à une réduction également du volume cérébraux chez les fœtus avec une cardiopathie congénitale. Donc, on a juste 2 études pour l'instant qui montrent ça, mais c'est vraiment en cours puisque c'est un facteur potentiellement modifiable. On peut agir, en tout cas, on peut promouvoir la santé mentale maternelle et donc, de ce fait, promouvoir le neurodéveloppement des enfants avec une cardiopathie. Et donc, rapidement, pour cette étude, on a... c'est une cohorte qui a été faite à Washington, dans le centre de Developing Child. Et les fœtus, donc ça a montré que les fœtus avec une cardiopathie congénitale dont la mère avait des scores très élevés en détresse psychologique, non pas des diagnostics d'anxiété ou des problèmes particulièrement pathologiques, mais une grande détresse psychologique, avaient des réductions significatives de volumes cérébraux, notamment au niveau de l'hippocampe, comparé aux fœtus avec le même type de cardiopathie congénitale dont la mère ne présentait pas d'élévation de score de stress en anténatal. Alors, on connaît très très peu les effets sur le neurodéveloppement, parce que là, c'est uniquement sur le développement neurologique in utero, et on est actuellement, ici à Montpellier, on est en train de développer donc, une étude longitudinale pour mieux comprendre l'effet du stress maternel prénatal sur le devenir neurocomportemental, cette fois-ci, des enfants avec une cardiopathie congénitale. On espère pouvoir avoir un peu plus d'informations et mieux décrire cette relation potentielle pour ensuite proposer des interventions adéquates à cette population.
Alors, bien sûr, il y a d'autres facteurs, et là, je ne vais pas trop en parler, mais juste pour garder à l'esprit, ça reste très peu exploré, hein, mais c'est quelque chose qu'on connaît très bien en dehors même de la cardiopathie, en néonatologie, en soins intensifs. Il y a des effets du bruit, de la douleur, des lumières, de l'absence ou de la limitation du contact peau à peau, qui est extrêmement important, bien sûr, pour le développement neurocognitif de l'enfant et qui pose, voilà, c'est très limité en tout cas dans les cadres des cardiopathies très sévères. Et donc c'est un champ qui reste ouvert à l'investigation et à mon avis très prometteur dans le cadre des interventions préventives. Alors, cette discussion sur les facteurs des risques nous a amené en fait à penser aujourd'hui les facteurs des risques et des protections, du coup, de façon vraiment holistique. Alors, j'insiste sur ça parce que c'est important de penser que, encore une fois, tout ne se joue pas à l'opération, tout ne se joue pas in utero, tout ne se joue pas même après l'opération. Il y a des facteurs également sociodémographiques, hein, bien sûr, hein, comme pour beaucoup de problèmes neurodéveloppementaux, qui jouent un rôle très important et pour lesquels il faut qu'on réfléchisse en recherche et en clinique à comment les adresser correctement. Il y a également les capacités cardiovasculaires des patients, hein, et leur capacité d'activité physique, qui donc a un effet sur la santé mentale également. Certains de ces patients ont dit il ne faut pas faire du sport, il ne faut pas faire un certain type d'activité physique. Donc, ils sont déconditionnés physiquement et ça va entraîner un cercle vicieux dans le neurodéveloppement également, avec un impact sur la santé mentale. Et puis, il y a l'accès également à la santé préventive qui peut jouer un rôle très important. C'est un point particulièrement important, notamment dans les pays où il n'y a pas de système de sécurité sociale, comme en France, par exemple. Aux États-Unis, c'était assez problématique. Et ça pose bien sûr un problème beaucoup plus large d'un point de vue de la population. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, plusieurs choses, hein. Évidemment, c'est loin d'être exhaustif. Il y a énormément de pistes, mais je pense qu'en clinique, on peut jouer en clinique. On sait que l'état des connaissances actuelles montre qu'il est fondamental d'agir et de réaliser un dépistage. Et cette fois-ci, je vais être vraiment très catégorique. Il faut réaliser un dépistage systématique des difficultés de neurodéveloppement, et ce à plusieurs âges et à plusieurs niveaux. Alors, l'expérience que j'ai pu avoir, donc, par exemple, des centres comme celui de Boston, qui a créé le premier centre neurocardiaque pour suivre les enfants avec une cardiopathie congénitale, a montré que le dépistage précoce, si c'est fait de façon avec une expertise adéquate, va donner lieu à une amélioration de la trajectoire de développement des enfants. Donc, il y a un dépistage qui a été fait en population, c'est-à-dire avec les pédiatres des villes, avec éventuellement les professionnels tels que les psychologues, neuropsychologues de ville, mais avec un referral, un expertise particulier pour les cas les plus à risque. Alors, nous pouvons également agir par la recherche clinique, et notamment par le test de l'efficacité de certaines interventions qu'on connaît aujourd'hui, qui sont appliquées pour différents types de pathologies neurodéveloppementales. On peut proposer éventuellement, si cela a un effet positif, donc dans la prise en charge clinique des enfants. Donc ici, c'est juste pour illustrer, par exemple, les premiers essais randomisés, contrôlés qu'on a mené à Boston sur un programme de rééducation de la mémoire de travail, et pour lesquels on a quelques résultats préliminaires. On espère pouvoir savoir si oui ou non on l'implémente dans la pratique. Donc, c'est des pistes qui nous permettraient finalement d'aller au-delà, de dire on va faire un dépistage, on a fait un diagnostic. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut proposer en termes de prévention et ou des remédiations?
Et enfin, donc, en partenariat avec le docteur Pascal Amedro, qui était auparavant ici à Montpellier, donc qui est maintenant à Bordeaux, nous développons cet axe de recherche qui vise à tester en fait, des interventions, ce qu'on appelle holistiques, qui implique à la fois une rééducation cardiovasculaire, une éducation par l'activité physique, qui a été développée ici à Montpellier, et qui ajoute également une composante neurocognitive avec un entraînement des capacités exécutives avec l'enfant, un accompagnement parental. Et donc, nous espérons bien sûr déployer ces types de programmes dans la prise en charge clinique des patients avec des cardiopathies congénitales en France et on l'espère plus tard en Europe. Donc, en conclusion, s'il fallait retenir quelque chose de cette présentation, je pense que c'est important de penser les troubles neurodéveloppementaux dans les cardiopathies congénitales en tant que faible prévalence de handicap ou de retard intellectuel, mais une haute prévalence de troubles neurocognitifs spécifiques, notamment en fonction exécutive, en cognition sociale et en santé mentale. Les facteurs des risques neurologiques sont vraiment multiples, donc on a plusieurs pistes pour intervenir et essayer d'améliorer les pronostics, bien sûr, et en tout cas, je l'espère sincèrement, et on a un besoin assez urgent d'approche en prévention et en remédiation dans cette population qui pourrait être adaptée aux enfants avec une cardiopathie congénitale. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Donc, j'insiste sur les défis en santé publique, où tous les partenaires professionnels et cliniciens sont impliqués pour travailler ensemble dans ces sens-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et très riche. Alors, on a une question, mais enfin, je pense que vous avez déjà donné quelques pistes. Enfin, voilà, il y avait une question d'Éric Permon, du coup, qui demande quelles hypothèses, donc biologiques, neuropsychologiques, psychologiques ou sociales, pour rendre compte des corrélations entre du coup, les cardiopathies congénitales et les TND ou autres troubles pédopsychiatriques, pardon. Quelles hypothèses par rapport à quel type, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez répéter la question? Alors, quelles hypothèses, donc qu'elles soient biologiques, neuropsychologiques, psychologiques ou sociales, pour rendre compte des corrélations entre TND et cardiopathologie congénitale? Comme je disais, en fait, c'est une combinaison des facteurs de risque. L'hypothèse, c'est en fonction de la complexité de la cardiopathie congénitale, les facteurs environnementaux de risque vont être cumulatifs finalement, vont avoir un poids relativement important pour donner lieu donc à des types d'écarts de neurodéveloppement, des problèmes de développement neuropsychologique. Je pense que l'hypothèse, il ne faut pas le voir comme une seule hypothèse dans ce type de facteurs potentiellement étiologiques, mais vraiment comme une synergie des facteurs des risques qui vont, à un moment donné, pour un certain nombre de patients, être combinés, être augmentés et qui vont donner donc lieu à ces types de tableaux cliniques. Bien, merci beaucoup. Enfin, je pense que de toute façon, on le voit bien au niveau des TND où les facteurs sont toujours multiples, donc j'imagine que là, c'est un peu la même chose. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions, je n'en vois pas pour le moment. Vous avez peut-être d'autres informations à nous communiquer par rapport à votre présentation plus largement, je ne sais pas. Non, je pense que le message principal, C'était très clair. Ouais. Voilà, il faut considérer donc les enfants avec une cardiopathie congénitale comme étant
au risque neurodéveloppemental. C'est quelque chose qui été relativement nouveau finalement en Europe. Hein. On essaie d'avancer dans ce sens-là. Et de considérer, donc, oui, il y a un souci. Ce n'est pas pour tous les enfants. Attention, il ne faut pas penser que tous les enfants absolument vont avoir des capacités altérées. Mais on parle de notion de risque, mais un risque quand même qui est assez important et qui va altérer la qualité de vie des enfants. Malheureusement, on le voit en pratique clinique. Il faudrait aussi faire avancer la recherche, faire avancer la clinique en ayant des stratégies d'identification précoce de ces troubles de neurodéveloppement, à la fois en population, hein, puisque bien sûr, on ne peut pas fonctionner uniquement avec des centres neurocardiaques hautement spécialisés, mais il faudrait pouvoir avoir un déploiement en population et un centre d'expertise de ces types de difficultés dans les cardiopathies congénitales. Très bien. Merci beaucoup. Et du coup, on a des participants qui vous remercient également pour votre présentation très intéressante. Voilà. Un grand merci à vous. Et puis, pour vous parler des prochains rendez-vous du Centre d'Excellence, donc on aura le vendredi 8 octobre un webinaire sur la recherche participative dans le champ de l'autisme et des TND. Donc, c'est un événement qui est organisé dans le cadre de la Fête de la Science. Voilà. Et puis, donc, pour la suite, on vous tiendra au courant des prochains événements à venir, bien entendu. Voilà. Du coup, je vous remercie. Merci aux participants. Merci à vous, Johanna, pour votre participation pour ce webinaire. Et puis, très bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Bien, merci. Merci à tous. Au revoir.